Bonjour. Alors, c'est le petit résumé de la conférence sur le changement climatique que j'ai faite pour les moines de la Sangha l'été passé, 2012. J'ai encore mon petit papier que j'avais dessiné, j'ai la 4 feuilles. En gros, ça commençait par les réserves. Les réserves de fuel, en fait, de brut, il y en a pour 75 ans. De charbon, il y en a entre 200 et 500 ans. Et actuellement, la population de la planète est à 7 milliards, elle va monter à 10 milliards en 2050 et redescendre à 7 milliards en 2070 à cause de l'inégalité de la population chinoise. Les nappes phréatiques des terres fertiles sont entre aux alentours de 60% de leur niveau d'origine. Il y a eu des extinctions massives dans le passé, il y a 400 000 ans, 23 000 ans et 13 000 ans. Et par contre, ça n'a rien à voir avec l'accélération de température qu'il y a actuellement. Il y a aussi à la base dans l'environnement une variation, un cycle qui s'appelle le cycle de Milankovitch, qui est en fait les variations de chaleur du Soleil en relation avec l'angle de la Terre par rapport au Soleil. Il y en a un qui est sur une échelle de 100 000 ans, un autre sur une échelle de 41 000 ans, un autre sur une échelle de 21 000 ans. Il y en a même un autre plus petit, je crois. Mais ce qu'on vit, en fait, c'est beaucoup plus gros que ça encore. Actuellement, il y a environ 50% de tout l'oxygène, la fixation de carbone puis la production d'oxygène vient de l'océan, 50%. Les taux actuels de parties par million de carbone sont environ 400 parties par million. Il y a eu des extinctions aux alentours de ça, en fait, déjà dans le passé. En gros, les données qu'on a pour travailler, en fait, viennent des notes des pêcheurs, des notes sur la mer, des notes sur la température aux époques médiévales, des carottes sédimentaires et des carottes glaciales. Les carottes glaciales, on lit en fait, on peut savoir l'oxygène, la quantité par partie million de carbone qu'il y avait il y a X millions d'années, à partir de l'oxygène qui est fixé dans la glace. Pour l'état des choses actuellement. L'état des stocks de pêche aussi est environ à 20% de ce qui était à l'origine dans l'océan. Si tous les pôles fondaient, on se retrouverait avec une augmentation du niveau de la mer de 70 mètres. Pour l'instant, depuis 100 ans, le niveau de la mer a augmenté d'environ entre 20 et 40 cm. On reçoit du soleil entre 6 et 200 watts par mètre carré. Déjà, la superficie de glace en Arctique est tombée de 40%. Et déjà, il y a une différence de moins 1,1 au pH des océans. Bon, ça c'est pour les données de base. Bon, le changement climatique, l'augmentation de la température de l'ensemble de la planète, ça passe par un effet qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre, il y a des gaz à effet de serre, et dans les gaz à effet de serre, ce qui contribue, il y a le CO2 et il y a le méthane, CH4. Il y a du méthane dans le fond des océans, il y en a dans le pergélisol, c'est-à-dire dans les régions, les toundras, en Russie, au Canada. Et il y en a aussi du méthane dans le fond des océans à une échelle très grande. Et aussi, il y en a une partie qui peut être dégagée, en fait, à partir des... comment on appelle ça, là? Des planctons. Ce qui contribue aussi à la température générale, c'est les nuages.
les nuages qui sont bas, les nuages qui sont hauts, la densité aussi des villes. Un des problèmes qu'il y avait à calculer aussi pour le changement climatique, c'est l'influence des villes, justement, parce que la plupart de beaucoup de données climatiques avaient été prises en ville. Et donc, le méthane est beaucoup plus puissant en termes d'effet de serre que le CO2. Et c'est une partie de l'équation, en fait, qui est un peu excessive, qui peut être un peu excessive parce qu'en fait, il y a ça peut donner en fait, on appelle ça un dérapage climatique. Concrètement, il y a aussi les volcans qui touchent à ça. Quand un volcan fait une éruption, ça envoie du sulfure dans l'air. Et donc, ça peut faire baisser la température générale de la planète d'un seul coup de 1 degré. Il y a eu par le passé aussi des époques où les réactions, en fait, l'océan se transformait en une espèce une forme de bain d'acide qui rendait l'air complètement irrespirable et puis qui fait une extermination générale des dinosaures, en fait, en particulier. Une des conséquences du changement climatique, c'est une accentuation des comportements excessifs de la température. Et ça passe par El Niño et El Niña, qui se passe au niveau de l'équateur. Et la chaleur qui augmente au niveau de l'équateur retourne sur les hauteurs de culture qui sont environ à une latitude de 20-25, entre 25 et 35. Et c'est là ce qui produit la majorité de la bouffe. Et si on change la chaleur à l'équateur, ça fait plus de sécheresse aux zones normalement fertiles. Et ça fait en fait, en gros, que l'augmentation du prix du pétrole, en fait, ils appellent ça le pic pétrolier, l'augmentation du prix du pétrole, l'augmentation de la température en même temps va éventuellement faire une augmentation du prix des denrées alimentaires d'environ 40%, sur une échelle qui est assez proche de nous, genre 5-10 ans. Là, on est en 2012. L'influence du pH, en fait, ça change pour ce qui est du plancton. Le plancton est important pour la chaîne alimentaire de l'océan, et donc notre chaîne alimentaire pour nous. Pour les coraux, exactement, aussi. Si on parle du panel intergalactique, international sur le changement climatique, eux considèrent qu'il va y avoir sûrement une augmentation de 2 ou 3 degrés Celsius. Ça peut sembler pas, mais c'est beaucoup parce que les changements sont d'autant plus accentués que la latitude est élevée. Déjà actuellement, au nord du Québec, il y a des augmentations de température de 8 degrés, 10 degrés. Des raccourcissements de saison de 3 semaines, 1 mois. Puis la fonte du pergélisol est suffisante pour rendre bancales les maisons et en faire tomber. Donc, un des problèmes aussi, c'est que ce déplacement de température-là, les espèces et puis la nature n'arrivent pas à suivre nécessairement. Ça se déplace d'environ, c'est quoi donc? Quelque chose comme une dizaine de kilomètres par année. Bon, avec l'IPCC, eux, en fait, ils considèrent qu'on peut aller à 400 parties par million. Ma référence, en fait, en termes de changement climatique, c'est un monsieur qui s'appelle Hansen, qui est quelqu'un qui travaillait pour la NASA. Lui, il considère qu'on doit revenir à 350 parties par million, puisque dans la majeure partie de l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire depuis 35 000 ans, on était à 250 parties par million. À 480 parties par million de carbone dans l'air, le Gulf Stream va se stopper et ça crée des conditions anaérobiques pour le fond de l'océan qui remplir en fait les choses pour l'atmosphère respirable.
Les pays les plus touchés au départ sont les pays qui sont en hauteur d'océan, qui sont Bangladesh, Pakistan, le nord-est de l'Europe, la Chine, le nord-ouest de l'Europe, la Chine, le nord-est de la Chine. Mélangé au problème du changement climatique, il y a un problème d'inégalité sociale. Et là, je donne quelques informations sur les rapports. En fait, la ratio entre les ultra-riches, les puissants et les impuissants. À l'époque médiévale, il y avait un ratio de 8 pour 1 entre le roi et le peuple. En 1920, c'est 30 pour 1. En 1970, c'est 200 pour 1. Puis actuellement, c'est plus 5 000 ou 10 000 pour 1 entre le balayeur et le propriétaire. Il se dépense actuellement par année en armes neuves, en achats neufs d'armes, 1,3 trilliard, c'est-à-dire 1300 milliards, dont la moitié de ces dépenses-là sont faites par les Américains depuis plus que 20 ans pour acheter des armes. Donc, ils sont de loin. En fait, leur puissance militaire est environ 20 fois l'ensemble du G8 mis ensemble. Donc, ils contrôlent particulièrement les océans. Ce qui consomme le plus de pétrole sur la planète, qu'il faut se casser la tête pour trouver comme information, un peu quand même, c'est que c'est pas la peine de rendre le peuple normal coupable trop, en fait, parce que déjà, au niveau de la consommation de pétrole, le plus gros consommateur de pétrole, c'est l'armée américaine. Il se consomme sur la planète actuellement 83 milliards de barils de pétrole par jour. Et là-dessus, il y en a 20 milliards qui sont consommés par jour pas milliards, millions, 83 millions de barils par jour, excusez. Il y a 3 zéros de trop, 2 zéros de trop. Donc, 80 millions de barils par jour, puis il y en a 20 millions de barils par jour, c'est seulement les Américains. 66% de la planète, des gens de la planète, vivent avec moins de 2 $ par jour. Et au moins le tiers, la moitié d'eux n'ont pas accès à une toilette, à de l'eau courante. Depuis 20 ans, il y a 12 des records de tout le temps, de précipitations, de tempêtes, de force de tempête, de raz-de-marée, de puissance de raz-de-marée et de sécheresse, d'intensité de sécheresse et de feux de forêt. Les records s'accumulent à mesure que le temps avance. En même temps, il y a un problème avec la bourse, parce qu'en fait, la bourse contribue à une instabilité et à des mouvements inhumains, en fait, d'argent. Et donc, il y a 20 fois plus d'argent virtuel à la bourse qu'il y en a sur la planète en tant que telle. Un autre problème aussi, c'est que l'argent au noir sur la planète constitue environ 30% de tout l'argent qui existe sur la planète. Excusez, je suis tombé. Donc, c'est ça. L'argent de la mafia constitue environ 30% de tout ce qui existe comme argent sur la planète. Et donc, la drogue, l'armement illégal, ça devient difficile à contrôler de cette façon-là. Il y a des outils de contrôle de foule de plus en plus puissants, le contrôle médiatique, contrôle des visages dans l'aéroport, à un coût de 80 000 personnes qui circulent dans l'aéroport par jour. Il y a la reconnaissance de visages comme ça, des comparaisons avec les fichages de police. Il y a les canons à son qui sont sortis maintenant dans les manifestations aux États-Unis. Les canons à micro-ondes qui sont testés au niveau militaire. Ça peut vous faire comme passer au micro-ondes à une distance de 2 coins de rue de chez vous. En plus, les ceintures avec les chocs électriques à l'intérieur, quand on passe en course, on va être trop énervé. Bon, comme solution, qu'est-ce qu'on a? Il y a des solutions politiques, des solutions micro-politiques, des solutions créatives, personnelles. Et bon, il y a le changement climatique est maintenant reconnu officiellement par les Américains. Waouh, cool, super. Depuis M. Obama. Il y a un problème, les Américains sont bons pour faire les shérifs de la planète pour obtenir tout ce qu'ils veulent, sauf faire quelque chose qui est bon pour tout le monde en même temps. Parce qu'en fait, les institutions internationales, comme l'ONU, ont un pouvoir seulement de conseil, et il n'y a pas de pouvoir
contrôle de peine, en fait, de pénalité. Donc, on parle, on a des idéaux, mais les bottines ne suivent pas les babines. Il y a pas aussi, les systèmes démocratiques ne sont pas assez évolués à l'échelle des pays. Beaucoup de pays ne sont pas du tout des démocraties. Ici, c'est une démocratie qui fait un peu semblant, mais bon, c'est quand même... On ne se fait pas mettre en prison parce qu'on est contre le premier ministre. Les budgets sont obscurs. Souvent, on vote pour quelqu'un, mais les budgets sont pas... Si on arrivait à avoir une liste d'épicerie de ce que les policiers vont faire avec l'argent, ça serait pas mal. Il faudrait aussi que les politiciens soient imputables, c'est-à-dire s'ils font des dépenses ou s'ils endettent le pays, ben, qu'ils puissent être poursuivis. Ou s'ils sont soudoyés, qu'ils puissent être poursuivis aussi, en tout cas, pénalisés. La solution des politiciens était le IPCC, le International Panel on Climate Change, qui font des recommandations, mais ils sont toujours à rebours. Et c'est des recommandations politiques, c'est-à-dire que sur les 1500 personnes qui sont sur l'IPCC, il y en a le tiers, je crois, qui sont des politiciens. Il y en a une partie qui sont aussi des gens en rapport avec l'industrie et une partie qui sont des scientifiques. Et ça fonctionne par consensus. Et donc, on parle de probabilité, de peut-être, de ci, de ça. Mais concrètement, le 2-3 degrés Celsius, il y a plus de chances actuellement d'être 4 ou 5 degrés que 2 ou 3. Ce qui est très grave. La solution qui vont nécessairement arriver, à fait, utiliser, c'est le géoengineering, parce que de toute façon, ils ne s'entendent pas sur le contrôle de la situation et personne ne veut lâcher le morceau. C'est une compétition, en fait, entre les pays émergents et les pays qui ont détruit la planète, en fait, handicapé le futur de la planète. Émergents, c'est-à-dire l'Inde, la Chine, principalement. Donc, le geoengineering va être utilisé. Là-dedans, en fait, il y a moyen, par exemple, d'ensemencer les océans avec du fer pour augmenter le taux de plancton, pour augmenter la biomasse, augmenter aussi modifier au niveau de la production de l'océan. Il y a moyen d'ensemencer l'espace et de mettre des choses dans l'espace pour déflecter la lumière ou même plus simplement mettre des formes de soufre en fait en suspension dans l'atmosphère, dans la stratosphère très haut pour faire descendre la température. Le problème, c'est que si on fait ça en même temps qu'il y a un volcan par hasard qui éclate, on est assez mal barré. Il y a l'éolien actuellement qui constitue 0,02%. Il y a le nucléaire de nouvelle génération qui voudrait réutiliser des déchets nucléaires qui sont déjà mal stockés comme fuel pour faire des réacteurs nucléaires plus petits et qui ne généreraient pas de vidange, mais que les vidanges seraient laissées dans le réacteur nucléaire à la fin de son utilisation, comme un réacteur nucléaire jetable. Construire un réacteur nucléaire, ça prend encore 17 ans. Actuellement, il y a environ 2% de toute l'énergie, non plus que ça. En France, il y a beaucoup, c'est peut-être 80% qui est nucléaire. Au Canada, il y en a pratiquement plus. Aux États-Unis, il y en a quand même pas mal. Je crois que c'est 20% de ce qui est produit par nucléaire. Le désastre, c'est qu'en fait, le carbone est encore la source principale de source d'énergie électrique pour la Chine et les États-Unis. Et il n'existe pas de méthode propre de carbone. Alors, on espère trouver une façon de séquestrer le carbone, c'est-à-dire attraper tout le carbone qui se trouve dans l'air, puis le remettre dans le sol. Mais ça ne se fait pas encore. La géocastration, en fait, ça s'appelle. Après ça, bon, le gouvernement voulait établir des systèmes de crédit de carbone. Ceux qui ne polluent pas peuvent vendre leur droit de polluer à d'autres. Créer une espèce de bourse de spéculation de carbone. Mais concrètement, c'est comme acheter des pardons à l'époque chrétienne pour aller au ciel. Ça n'empêche pas le péché du tout. Bon. Au niveau politique, il y a ce qui va être difficile à gérer dans ça, en fait, c'est l'inégalité sociale, l'accès à l'eau, parce qu'il y aura un choix à un moment où il faut choisir entre mettre du pétrole dans sa bagnole ou manger. Si la productivité alimentaire baisse dans le monde, le prix des aliments monte et il y a des choix qui sont à faire.
En termes de micro-politique, il y a des gens qui s'organisent, il y a des systèmes de partage qui s'organisent, Couchsurf, Avaz.org, mais permaculture, si vous pouvez vivre à partir de la terre directement, des partage d'auto, de l'aménagement aussi au niveau de la réflexion de la chaleur sur les toits des villes, la culture urbaine, l'intégration, la réintégration de la culture dans la ville, d'élevage. Les solutions créatives, en fait, tout ce qui peut être fait pour exercer un pouvoir sur sa vie, exercer sa capacité d'être différent. Parce qu'en fait, il y a un problème d'uniformisation des pensées et des façons de vivre. Au niveau personnel, le vélo est une solution assez extraordinaire qui existe depuis très longtemps. L'auto électrique, ça existe aussi maintenant comme choix. Par contre, avant que les constructeurs automobiles embarquent vraiment dans ce système-là pour donner un prix qui est correct, et ça reste encore prendre d'étirer le temps et le choc va être d'autant plus brutal du point de vue consommation après. Il y a des mouvements aussi comme des pavés, c'est-à-dire des gens qui enlèvent l'asphalte, qui redonnent la terre arable dans les villes. C'est pas évident. Dans mes notes, en fait, il y avait le côté espoir de la chose, en fait, c'est qu'on ne vit pas en vase clos. Il y a de plus en plus d'informations qui circulent. C'est possible de voir, de partager plus. Mais la technologie, en fait, l'esprit en fait de la société et des gens n'évolue pas aussi vite que la technologie, donc on est comme un peu trop barbare pour les situations technologiques qu'on peut créer. Donc il y a une responsabilité à apprendre pour arriver à sortir de cette histoire-là. Le problème avec les changements climatiques, c'est que l'échelle est sur une échelle de temps beaucoup plus longue et que l'impact est beaucoup plus général que simplement pas jeter son morceau de papier par terre. Éventuellement, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le cercle dans lequel on vit va être de plus en plus petit pour avoir moins à se déplacer, moins dépenser de pétrole pour vivre. En gros, ben, c'est ça. C'est ce qui me vient à l'esprit pour ce résumé de conférence. Les références, en fait, ma référence principale, c'est un site web qui s'appelle tvo.org, une section qui s'appelle Big Ideas, les grandes idées. Une conférence en particulier de James Hansen. Il y a aussi, sur iTunes Université, l'Université de l'Australie, ANU, une personne qui s'appelle Andrew Wilkinson, qui est en fait un professeur de géologie, d'histoire de géologie. Il y a plus du côté de l'entreprise, puis côté militaire aussi, un site web qui s'appelle climateone.org. Climateone.org. C'est ça. Et puis, si on arrive à s'adapter à cette crise, ben, on va être bon pour quelques milliers d'années. Mais pour l'instant, il va y avoir de la secousse un peu. Attention à vous. Ciao.